Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet absolument central de votre programme d'AGGSP, l'Union européenne. C'est le cas d'étude qui vient conclure notre grand thème sur la démocratie, et c'est un sujet vraiment passionnant pour décrypter le monde dans lequel on vit. Alors, la grande question qui va nous guider, la voici. L'Union européenne est-elle une démocratie inachevée? C'est une question simple en apparence, mais en réalité très complexe. On va donc explorer ensemble son fonctionnement si particulier, sa légitimité et bien sûr les critiques auxquelles elle doit faire face. Pour répondre à cette problématique, voici le chemin qu'on va suivre. Un plan en 4 parties, bien découpé. C'est exactement le type de structure qu'on attend au bac pour une composition. C'est un excellent réflexe à prendre dès maintenant. Allez, on attaque la première partie. Pour bien comprendre ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, il faut absolument revenir à ses origines. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale. L'UE s'est construite d'abord comme une démocratie d'État avec un objectif très clair, rendre la guerre non seulement impensable, mais matériellement impossible en Europe. Regardons cette frise chronologique, elle est très parlante. Chaque traité, c'est une nouvelle étape, une nouvelle brique ajoutée à l'édifice. On part en 1951 de quelque chose de très concret, la mise en commun du charbon et de l'acier, puis on crée un grand marché commun avec le traité de Rome, et enfin, on bascule vers une union de plus en plus politique, avec Maastricht et Lisbonne. Ce sont vraiment les dates repères à mémoriser. Alors là, on touche à un concept absolument fondamental, la souveraineté partagée. C'est une notion qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Attention, l'erreur classique serait de dire que l'UE est un super-État, un État fédéral comme les États-Unis. Pas du tout. C'est une construction politique totalement unique où des États souverains décident volontairement de mettre une partie de leur pouvoir en commun. Et ce tableau, il est parfait pour comprendre comment ça marche, ce partage de souveraineté. On voit bien qu'il y a plusieurs niveaux. Dans certains domaines, comme la monnaie unique, c'est l'UE seule qui décide. C'est une compétence exclusive. Dans d'autres, comme l'environnement, l'UE et les États agissent ensemble. C'est une compétence partagée. Et enfin, pour la culture, par exemple, l'UE vient juste en soutien. C'est ça, le fameux principe de subsidiarité. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment fonctionne cette machine européenne au quotidien. On va découvrir un système démocratique vraiment original, souvent résumé par l'image du triangle institutionnel. Ce schéma est essentiel, il faut vraiment l'avoir en tête. Le parcours d'une loi européenne, c'est quoi? D'abord, la Commission, qui défend l'intérêt général, fait une proposition. Ensuite, et c'est là que ça devient crucial, ce texte doit être validé par 2 institutions qui codécident. D'un côté, le Parlement européen, qui représente les citoyens, et de l'autre, le Conseil de l'UE, qui représente les gouvernements des États. C'est ça, la fameuse double légitimité, il faut l'accord des citoyens et des États. Mais attention, ce serait une erreur de croire que ce système est parfait. Bien au contraire, il fait face à de nombreuses critiques, à des crises profondes qu'il faut savoir analyser avec un regard, un regard critique, comme toujours en AGGSP. Le principal reproche qu'on entend, c'est celui du déficit démocratique. C'est l'idée qu'il y a un fossé, un écart énorme entre les institutions à Bruxelles, perçues comme une machine complexe et lointaine, et les citoyens. Ce sentiment d'être dépossédé des décisions, c'est le principal carburant de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Et cette tension est d'autant plus forte qu'on voit monter, au sein même de l'Union, un modèle qu'on appelle la démocratie illibérale. Regardez bien la comparaison. Ce modèle s'oppose, point par point, aux valeurs de l'UE comme l'état de droit ou la séparation des pouvoirs, au nom de la souveraineté nationale et de la seule volonté de la majorité. C'est un défi majeur. L'exemple le plus spectaculaire de ces tensions, c'est évidemment le Brexit. Ce vote illustre parfaitement comment un discours eurosceptique, focalisé sur la supposée perte de souveraineté, peut mener à une décision aussi radicale que la sortie pure et simple de l'Union. Alors face à tous ces défis, que fait l'Union européenne? Est-ce qu'elle reste immobile? Pas vraiment. Elle tente de réagir, de se réinventer. C'est en quelque sorte un immense laboratoire politique, c'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie. Par exemple, pour éviter que l'Union soit paralysée, de grands débats ont lieu. Prenez le droit de veto, ce pouvoir qui permet à un seul pays de tout bloquer. La proposition de Charles Michel, le président du Conseil européen, est intéressante. Il ne s'agit pas de le supprimer, mais de mieux l'encadrer pour rendre l'Union plus capable d'agir. Et pour répondre à la critique du déficit démocratique, l'UE expérimente de nouveaux outils. L'idée, c'est de rapprocher les décisions des citoyens. Par exemple, avec l'initiative citoyenne européenne, 1 million de personnes de plusieurs pays peuvent proposer une loi. C'est une tentative de créer une démocratie plus participative. Et aujourd'hui, le débat va même plus loin. Il ne s'agit plus seulement de la démocratie interne, mais de la place de l'Europe dans le monde. On parle de plus en plus de souveraineté européenne. L'idée est simple, face à des géants comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, les pays européens, seuls, pèsent peu. L'enjeu est donc d'agir ensemble pour défendre leurs intérêts et leurs valeurs. Voilà,
On arrive au terme de notre parcours. Il est temps de faire le bilan, de synthétiser les points vraiment essentiels à retenir en vue du bac. Voici la petite fiche de révision. Il faut maîtriser ces notions, bien identifier ses acteurs et connaître ses dates clés. Et surtout, retenez bien l'erreur à ne jamais commettre, ne pas confondre l'UE avec un État fédéral. C'est une construction politique sui generis, c'est-à-dire unique en son genre. Placer cette expression dans une copie, ça montre tout de suite qu'on a bien compris la spécificité du sujet. Et pour finir, une question d'ouverture pour lancer le débat et poursuivre la réflexion. L'Union européenne est-elle face à un dilemme? Soit aller vers encore plus d'intégration, soit risquer de se disloquer. Tout l'avenir de l'Union se joue sans doute dans la réponse à cette question. Merci de votre attention et maintenant, place aux révisions.